Dire deux mots de mon travail sur l'alimentation, à une époque où souvent l'attention des médias sur l'alimentation gravite essentiellement sur la phase ludique de l'alimentation, à savoir la gastronomie, dont vous aurez, sans faire beaucoup d'efforts, compris qu'elle est devenue essentielle au plan médiatique en tout cas. D'une certaine manière, il y a un lien entre mon sujet, ce sujet, à savoir une sorte d'inflation ou de surinflation d'intérêt pour la chose alimentaire, et ce travail que j'ai conduit. Et je vous le montrerai, notamment tout à l'heure, à travers les questions liées à la surconsommation. J'aime pas le mot alimentation. C'est un mot, au fond mon livre, c'est une critique du mot alimentation. C'est une critique de ce mot-là, parce que derrière ce concept, précisément, vous éradiquez, vous nivelez, vous effacez toute la part des déterminations culturelles qui font que l'alimentation, c'est toujours plus que de l'alimentation. Je suis très embarrassé quand on parle simplement de besoins alimentaires des populations, parce que c'est quand même un discours qui, au fond, partage, même avec les meilleures intentions du monde, il ramène la question dite alimentaire à une question de pure quantité d'apport alimentaire. C'est-à-dire que la question, elle est uniquement réglée, d'une certaine manière, sous un angle qui est un angle qui pourrait être un angle productiviste. Ce qui m'intéressait par exemple, c'est pour ça que j'avais travaillé là-dessus sur les questions des invendus alimentaires, c'est précisément de voir comment on introduit dans ce qui s'appellerait une sorte de catégorie générique alimentation, des particularités, des déterminations. Et d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, en Inde, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le christianisme, il y a un travail absolument prodigieux de symbolisation, qui est extrêmement fort. Et ce travail, vous le retrouvez, même très bêtement, dans le rituel aux États-Unis. Vous connaissez tous ce rituel du dernier repas du condamné à mort, qui est d'ailleurs pas qu'aux États-Unis, qui existait en France, qui est une chose très curieuse. Parce que ça veut dire quoi? C'est presque une ironie du sort. C'est-à-dire que soignez celui que vous allez mettre à mort dans quelques heures. Vous voyez bien que ce mécanisme-là ne répond pas à une nécessité alimentaire. Il répond à une simple nécessité qui est une nécessité purement symbolique. C'est-à-dire que le symbolique, c'est qu'au fond, celui qui appartient à la communauté des hommes, c'est celui qui a le droit à ce repas. Qu'importe au fond ce qu'il a fait. Vous voyez ça, et c'est très intéressant de voir que l'État du Texas, si je ne me trompe pas, remet en cause, par exemple, ce droit pour certains prisonniers condamnés à mort en ce moment aux États-Unis. Et remettre en cause ce droit-là, c'est dire à celui que vous tuez, que vous allez mettre à mort, tu n'appartiens pas à la communauté, tu n'appartiens pas à l'humanité. J'essaye de montrer, en tout cas, que les termes qu'on emploie dans ces débats-là, même si c'est évidemment, même si souvent ça répond à des questions d'ingénierie agricole ou d'experts ou de commissions, que ce soit la FAO ou d'autres, très au fait, qui ont une véritable nécessité, c'est pas tout ça qui remet en cause, mais la manière dont on élabore le débat, en disant souvent accès alimentaire, alimentation, tend à effacer précisément ce qui fait la spécificité et la singularité de la chose. Quand Ricardo mesure la force de travail simplement avec des apports alimentaires, la question de savoir ce qui va être mangé a disparu en tant que tel. Pour avoir publié plusieurs ouvrages chez Actes Sud, ces ouvrages avaient en général été relayés par la presse, normalement. Celui-ci a rencontré énormément de difficultés. Si je vous fais part de ces difficultés, c'est que je crois qu'elles sont évidemment intimement, étroitement liées et solidaires au questionnement que j'ai tenté de mettre en place dans ce livre. À travers mon éducation extrêmement académique,
pour avoir enseigné la philosophie en lycée, dans d'autres institutions. Évidemment, il y avait des exigences de méthode, de rigueur, de scientificité. Or, le point de départ de ce livre n'est pas du tout, au fond, la méthodologie classique qui consiste à partir d'un objet, de façon, d'une hypothèse, et ensuite à essayer d'en faire la preuve, d'en faire une démonstration extrêmement détaillée. Ça a consisté à superposer des séquences. Je suis parfois, là, en tout cas, obligé de schématiser un peu. J'ai pris 3 séquences. C'est l'Angleterre du XVIe siècle, avec ce qu'on appelle le système des commons, à savoir un système de terres qui sont mises en partage, en tout cas qui ne sont pas encloses par un bourgeois, et qui permettent à des indigents d'aller effectivement faire paître un animal ou cultiver une parcelle de terre à des fins évidemment exclusivement non commerciales, donc pas du tout en vue d'échange à but lucratif. La seconde séquence, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui et qu'on pourrait appeler d'un mot un phénomène d'industrialisation agroalimentaire accompagné par trois événements majeurs qui sont premièrement la surconsommation, la question des biotechnologies, plus communément appelées OGM, et l'autre versant, un peu moins connu, mais là vous êtes des amis du monde diplomatique, donc le monde diplomatique a souvent relayé ces questions, c'est la question de l'accaparement des terres. Évidemment, la plupart du temps, dans les pays du Sud, mais certains pays d'Europe de l'Est sont également concernés. Ensuite, la dernière séquence historique, c'est en réalité le noyau dur de mon ouvrage, c'est la question de l'alimentation, je dis l'alimentation au sens large, même s'il s'agit de la famine dans un sens particulier, dans les camps de concentration, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est élaborée essentiellement à partir d'archives, de 2 sources, des archives à partir notamment d'ouvrages polonais qui ont montré qu'à Auschwitz, le camp fonctionnait de telle manière à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de l'approvisionnement, de la circulation des hommes, des soins, de la médecine, etc. Il y a une somme très importante qui m'a énormément évidemment servi, plus autre chose assez paradoxalement qui apparaît dans le livre, ce sont tous les témoignages dits littéraires de certains évidemment rescapés, comme Cartès, également publié chez Actes Sud, ou Primo Levi, ou Rousset, ou encore d'autres, dont vous connaissez sans doute les noms. Or, un point apparaît dans la plupart de ces témoignages, ce sont les mentions explicites à la question de l'alimentation. Vous imaginez bien que la principale préoccupation du prisonnier, elle est essentiellement de savoir, non pas ce qu'on va manger, mais si effectivement on va pouvoir manger, et manger signifiant augmenter dans un bref échéance l'espoir de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, survivre. Ça reste la préoccupation absolument majeure et centrale. On ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à manger. On dit on ne pense qu'à vivre. Quand je vous dis on ne pense qu'à manger, je vous dirai aussi, au prix d'une comparaison de ces séquences, qu'aujourd'hui on ne pense qu'à manger. Et on peut aussi penser à manger ou qu'à manger sans même avoir besoin d'avoir faim. Et au contraire, moins on a faim et plus on pense à manger. C'est paradoxal, mais c'est essentiellement lié aussi à la structure frontière entre besoin et désir. Elle est non seulement perméable, mais constamment déplaçable. Ça veut dire une chose importante, c'est que dans un camp, Primo Levi le dit très bien, un simple bouillon avec éventuellement un morceau de lard capable d'infuser ce bouillon devient en soi une fête et un objet de jouissance. Vous voyez bien que ce déplacement, il se fait. De même qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir manger à sa faim n'est pas en tant que tel une source de jouissance. On attend plus. L'ouvrage porte essentiellement sur la question du nazisme. Mon objectif n'a pas été de relire la question de l'industrialisation telle qu'elle se pose aujourd'hui en faisant retour à une certaine exemplarité de l'organisation du régime à cette époque-là. Ça a été de partir fondamentalement de l'époque nazie. Parce que
comme le dit Cartès, parce que le nazisme n'est pas quelque chose qui appartient au passé, c'est quelque chose qui structure fondamentalement notre culture. La question qui s'est posée est celle de la famine, de la faim. Quand vous posez la question de la faim, vous posez la question essentiellement des besoins. Et quand vous posez la question des besoins, vous posez une question qui concerne l'homme en tant que vivant, exposé évidemment à la possibilité, même à l'urgence, à la nécessité absolue de survivre. Donc tout ce qui concerne en général l'alimentation peut, dans certaines conditions, pas toutes évidemment, être objet d'un contrôle, d'une mainmise, d'une maîtrise, en tout cas d'une appropriation du vivant et d'une mise sous contrôle ou mise sous tutelle politique des individus, en général des hommes, des sociétés, etc. Et cette question-là, elle s'est posée évidemment dans le passé, elle s'est posée dans cette période qui occupe mon ouvrage, et elle se pose sous d'autres formes aujourd'hui. Je vois une question qui traverse, avec évidemment des enjeux, des questions, des délimitations qui n'ont pas nécessairement de commune mesure entre les époques, mais il n'empêche que c'est cette même question qui traverse à chaque fois, qui se rejoue. La famine, traditionnellement, elle est imputable, pour le dire très vite, à deux causes, deux sources essentiellement. C'est des motivations d'ordre militaire qui consistent lors d'un siège à affamer l'ennemi, évidemment affamer l'ennemi pour obtenir de préférence sa reddition. La seconde explication aux famines, qu'on retrouve dans un certain nombre d'ouvrages d'explication, c'est celle des catastrophes naturelles dues au climat. Telle catastrophe est à l'origine d'une famine, d'une faim, donc de disparition. Sous des motifs militaires ou dits naturels, il y avait en général une motivation d'ordre politique. Donc la question de la faim n'est pas simplement une question de la déperdition en termes de besoins et de carences, c'est une question fondamentalement politique. Pourquoi l'alimentation est-elle évidemment un enjeu politique? Précisément parce que lorsque vous actionnez ce levier, vous avez une latitude d'action qui est absolument colossale. Puisque dès le début de la guerre, Himmler a un plan qui est le plan, il dessine, il projette le plan de la future, le plan d'occupation de l'Europe de l'Est. Et dans ce plan d'occupation de l'Europe de l'Est, ils imaginent, puisque évidemment c'est un projet collectif d'une certaine manière, un partage de l'Europe. Ils imaginent un partage de l'Europe, notamment sous l'angle essentiellement de l'organisation de l'agriculture, donc de l'organisation de la production agricole et de la répartition des biens en fonction évidemment des populations. Ce plan est relativement dessiné, en tout cas assez élaboré, prévoyait d'affamer une grande partie des populations dites slaves pour les faire évidemment, pour les assassiner, c'était le premier point, mais en outre, il n'était pas seulement question de les affamer, il était également question de conserver une partie de ces populations en activité, de manière à ce qu'elles puissent fournir, à travers leur travail et l'activité agricole, un certain nombre de denrées qui étaient évidemment initialement exclusivement, en tout cas prioritairement réservées aux populations allemandes, avec toute une série d'ordres de priorité. Il y a énormément de textes qui montrent qu'il y a un ordre de priorité. Vous pouvez imaginer que dans l'ordre de priorité, les populations juives ou tziganes sont en général reléguées en dernière position, à l'opposé évidemment du soldat arian. Bon, ça c'est ce plan qui évidemment n'a pas été mis en application compte tenu du tournant de la guerre, prévoit donc d'affamer ces populations avec un plan très précis où il y a des villages très clairement dessinés qui sont des zones de production, il y a des zones de production, des zones de distribution, donc il y a toute une recartographie toute l'Europe à partir d'une redistribution des denrées en fonction de critères évidemment raciaux et discriminatoires. Alors, ça c'est le premier axe. Le second axe concerne tout ce qui a trait à la vie
la vie, on va dire, le quotidien, l'organisation du quotidien sous l'angle de l'alimentation dans un camp de concentration et dans un camp d'examination. Vous pourriez, évidemment, la réflexion qui vient à l'esprit immédiatement, c'est de penser à une non-planification de la question de l'alimentation compte tenu du destin évidemment assassin qui est réservé à ces populations. On voit peu l'intérêt de planifier ne serait-ce que l'organisation de l'alimentation, si ce n'est pour les cadres, les Allemands travaillant à l'intérieur des camps. Or, très rapidement, on voit se mettre en place un certain nombre de plans extrêmement élaborés concernant l'alimentation, évidemment non pas de la majorité des individus qui seront immédiatement, dès l'arrivée dans le camp, exterminés, mais de ceux qui, compte tenu de leur disposition au travail, vont pouvoir être conservés en vie pendant une certaine durée. C'est ça qui m'a intéressé. Donc, je me suis intéressé à la question de savoir, au fond, comment on nourrissait quelqu'un dont on chercherait à exploiter les dernières forces du travail pendant un laps de temps extrêmement, relativement limité. Or, ce scénario, il s'agit effectivement d'un scénario, fait l'objet dans les camps d'un travail de réflexion. Ce travail de réflexion, il est essentiellement conduit par l'administration, donc à Berlin, et il redescend ensuite dans chacun des camps où les directeurs de camp sont en charge de mettre en place le programme. Ce programme, il est remarquable sur un point, c'est qu'il est extrêmement précis. La volonté exprimée par Yannick de pouvoir en gros quantifier l'espérance de vie, autrement dit de rationaliser l'espérance de vie, d'obtenir au fond la meilleure péréquation entre travail, on va appeler productivité, et évidemment prolongation de la vie à moindre frais. Donc c'est évidemment une économie des besoins du corps qui est soumise à la forme la plus absolue et la plus totale et totalitaire du calcul. C'est ça le schéma. Et ce schéma, on le voit notamment relayé par des médecins à l'intérieur du camp qui rapportent évidemment un des médecins, c'est un témoignage qui sera d'ailleurs arrêté ensuite à la fermeture du camp et jugé puis libéré, explique comment chaque prisonnier devait bénéficier, et ça se mesure, c'est pas rien, ça se mesure en calories, devait bénéficier d'un certain apport alimentaire. Cet apport alimentaire, il se mesure, et c'est pas rien, en calories. C'est grosso modo une unité de mesure qui remonte à Lavoisier et que vous connaissez puisque c'est celle qui est encore employée aujourd'hui de manière extrêmement triviale, répandue, habituelle, ça ne vous choque pas. Vous savez qu'en gros, tel individu dans telle condition de vie a besoin de tant de calories, etc. etc. Donc, voilà le scénario. Et évidemment, on calcule les calories, en gros, pour vous donner des chiffres, autour de 1500 calories par jour pour un travailleur, exposé évidemment à des conditions de vie extrêmes, à des maladies, à toutes sortes de brumades, et on regarde ensuite, à partir de certaines observations, on voit la durée de vie de ces individus, et le médecin arrive à une sorte d'équation de moyenne qui indique que tel prisonnier en moyenne vivra pendant tel temps, etc. Et à ce moment-là, on organise un système de rotation, on rationalise de plus en plus tout l'appareil de production à l'intérieur du camp. Ce schéma, c'est pour ça que j'ai pris l'ouvrage, il se reflète d'une certaine manière à travers cette image, qui n'est pas du tout l'image d'un camp, qui est une image, qui est une photographie, qui est allemande, donc qui vient des archives du musée à Berlin, dans lequel vous voyez une femme, la photographie date de 1933, et cette femme est à proximité d'une machine qui est une sorte de chimère mécanique, qui lui indique, en fonction de sa taille et de son poids,
combien de calories, quelle est la quantité à ingérer en gros par jour. L'autre principe qui régule les prix alimentaires, c'est ce qui est mis en place également au XIXe siècle, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, à travers la thermodynamique. Et l'application d'une des lois, la seconde loi, que vous connaissez peut-être, qui précise simplement que tout corps auquel fait défaut un apport de chaleur, une unité de chaleur, est exposé à sa propre dégénérescence, décrépitude, et c'est ce qu'on appelle plus habituellement l'entropie. L'entropie, c'est la tendance que les corps, et nous, évidemment, ont à se dégrader si on n'a pas un apport énergétique, sachant que la dégradation, à terme, est inévitable et que la mort, évidemment, surviendra. On retrouve évidemment tout un appareillage scientifique qui va être mis en place à l'intérieur du schéma de planification et qui donne évidemment un calcul très précis. Ce que j'ai mis à côté, je dis bien à côté et pas dans des rapports de cause à effet, c'est la question de l'abolition de ce qu'on appelle les commons en Angleterre à partir du XVIe et XVIIe siècle. Je l'ai dit, ce sont des terres qui sont en gros où les paysans ont un droit d'accès et de culture à des fins non commerciales. La privatisation de ces terres a lieu au XVIe et XVIIe siècle. On instaure à ce moment-là ce qu'on appelle les poor laws en Angleterre. Ces lois-là, ces mesures réglementaires ont essentiellement pour objectif d'aider les plus indigents à avoir un revenu supplémentaire ou un revenu tout court, de manière à pouvoir simplement vivre, on va dire plutôt survivre. Au XVIIIe siècle, un certain nombre d'intellectuels et de députés, d'hommes de loi, britanniques, remet en cause le principe de l'assistance aux pauvres. Vous remarquerez que c'est évidemment un événement qui est en général assez commun à nos oreilles. La remise en cause, elle passe notamment par un homme d'église, qui est aussi un homme politique, que je cite dans l'ouvrage, qui s'appelle Joseph Townsend, qui imagine une sorte de fable. La fable est la suivante. C'est une fable, une allégorie, une sorte de mythe, d'histoire, qu'importe de parabole, qu'importe le nom. Il imagine une île. Un conquistador espagnol dépose simplement quelques chèvres. Qu'à chacun de ses passages sur cette île, il puisse disposer, comme vous pouvez l'imaginer, d'une quantité de viande. Parvenu à un certain stade de peuplement, la quantité de matière végétale est insuffisante pour que les chèvres puissent toutes se nourrir de manière équitable, en tout cas suffisamment pour pouvoir survivre. À ce moment-là, certaines chèvres meurent. Les rapports de force qui naissent du manque de nourriture sont d'une certaine manière un modèle exemplaire d'organisation et de substitution du politique. Au fond, c'est un système de régulation qui a l'avantage par rapport au politique de s'auto-organiser. Et le point important, c'est la seconde partie de la fable, c'est que les conquistadors repassent sur cette île et réalisent que des navigateurs britanniques sont passés par là et ont prélevé de la viande de chèvre. Donc les conquistadors furieux, à ce moment-là, introduisent des chiens. Le but des chiens étant, le but de l'introduction des chiens étant que ces chiens dévorent en partie les chèvres de manière à priver les Anglais de ces animaux. À ce moment-là, effectivement, les chiens font une sorte de ménage alimentaire et éradiquent une partie des chèvres, à l'exception de certains animaux qui ont suffisamment d'intelligence ou d'instinct ou de sagacité pour se réfugier dans les massifs ou dans les collines auxquels les chiens n'accèdent pas. Il en conclut que lorsque le politique cherche à gouverner et à discipliner les foules, il use habituellement de la loi et d'une loi qui a un caractère contraignant. Mais la loi suppose un appareil de police, de discipline, qui est coûteux et au fond souvent déficient du point de vue de l'efficacité. Et il en arrive à la conclusion suivante, c'est que la faim
constitue un outil de gouvernement largement supérieur à ce que pourrait obtenir habituellement le politique par des moyens traditionnels. Ça, c'est ce premier point. À partir de là, Tanson pense à une chose, c'est l'aube de la révolution industrielle, et la question qui va se poser va être celle de pouvoir mettre au travail un certain nombre d'individus, plus ou moins pauvres, indigents, qui refusent fondamentalement de vendre leur force de travail. Ils refusent de quitter le village, leur vie traditionnelle, pour aller vendre leur force de travail à l'usine. Et le problème du capitalisme, ça va être de pouvoir, non pas les convaincre, parce que vous ne pouvez pas les convaincre, mais ça va être de parvenir à leur imposer ce travail, qui est un travail absolument abominable à l'usine, pas simplement parce qu'il est physiquement compliqué, mais parce qu'il est symboliquement synonyme de la perte de repères traditionnels de mode de vie qui existait auparavant. Et je vous renvoie évidemment à l'ouvrage de Polanyi, La Grande Transformation, qui raconte parfaitement la violence du marché s'imposant au XIXe siècle. Voilà. Et à partir du moment où vous privatisez d'une certaine manière les terres, vous limitez l'accès aux terres, vous limitez la possibilité pour des individus d'accéder à ce qu'on appelle la subsistance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité de subsister à partir de sa propre culture. Donc si toutes les terres sont entre guillemets privées ou privatisées, le droit d'accès devient lui-même un droit évidemment payant, donc ce qui oblige les individus à vendre cette fois non pas leur travail, quand vous donnez votre travail vous vendez un résultat, mais à vendre leur force de travail. Donc c'est évidemment l'instrument qui va conduire au fond à la mise au travail. Donc la faim entre directement en ligne de compte dans l'appareil, dans le développement, au fond, la mise en place du capitalisme à travers l'industrialisation. Quand vous passez d'un mode de vie qui repose sur la subsistance, ce qu'on pourrait appeler l'autoproduction, à un mode de vie qui repose sur un autre modèle, en gros, vous êtes déjà entré dans le marché. Dans le marché, c'est-à-dire que la médiation, ça devient la monnaie qui vous permet d'accéder à des biens, etc. Et je vous renvoie de ce point de vue-là aux très beaux travaux de Ivan Illich, dans un texte qui s'appelle Le travail fantôme, qui a été réédité chez Fayard, où Ivan Illich montre très bien que la grande catastrophe, c'est le moment où précisément les individus ne peuvent subvenir à leurs besoins qu'à travers le marché. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas échapper au marché, au fond, chacun des soubresauts, des caprices, des modifications, des aléas, des accidents du marché est ressenti comme une secousse extrêmement importante pour les individus. Il suffit de voir, référez-vous à ce qu'on appelle les émeutes de la fin de 2008, où c'est évidemment la conséquence de mouvements de spéculation, mais c'est aussi la conséquence indirecte de l'incapacité qu'ont les individus de pouvoir subvenir directement à leurs besoins. D'où le mouvement d'ailleurs qui a été initié à partir de là, qui a consisté pour certains États, sans nécessairement avoir des soucis relevant de la spéculation, qui consiste à simplement vouloir assurer leur autonomie alimentaire. D'où, pour certains États, et pas simplement des groupes financiers, ce qu'on a appelé accaparement des terres. L'accaparement des terres, c'est aussi souvent simplement des États qui essayent de garantir ce qu'on appelle leur sécurité alimentaire et leur approvisionnement alimentaire. Bon. Pourquoi c'est une séquence importante? Parce qu'elle est aussi liée fondamentalement à une chose, c'est à ce qu'on pourrait appeler, même si j'aime pas l'expression parce qu'elle est un peu passe-partout, l'appropriation du vivant. Cette question d'appropriation du vivant, elle se fait évidemment, quand je vous ai parlé d'accaparement des terres, directement. Donc quand vous, et là cette fois on ne parle plus des États simplement qui passent par des groupes financiers, mais directement les spéculateurs, quand les spéculateurs se rabattent sur l'étalon terre agricole, terre arable, évidemment, il s'agit de garantir des investissements. Pourquoi vous garantissez des investissements? Parce qu'à la différence de certains autres investissements, celui-ci vous garantit toujours un retour sur investissement pour la simple raison que le besoin est incompressible. Le besoin de manger de l'humanité est incompressible. Certains objets appartenant à la sphère des loisirs sont d'une certaine manière
sont potentiellement destructibles sans conduire évidemment l'espèce à une menace de disparition. Ce qui n'est pas le cas de l'alimentation, d'où évidemment le trait de génie des investisseurs qui comprennent qu'il y a une certaine garantie que vous n'avez pas grâce à la chose alimentaire. Ce qui suppose aussi de faire sauter un levier et un verrou important, d'une certaine manière un garde-fou, qui était l'idée que l'alimentation a une valeur symbolique qu'il a préservée d'une certaine manière dans un certain nombre de négociations du lot commun des objets simplement marchands. Ce qui est évidemment, par définition, de moins en moins le cas. Je ne suis pas dans une théorie dite du complot. Je n'imagine pas des individus se réunissant en catimini et décidant d'affamer la planète. Souvent, ces mouvements-là de spéculation qui ont conduit les États, effectivement, à chercher à sécuriser leur approvisionnement alimentaire sont des mécanismes beaucoup plus complexes et pas des mécanismes en tant que tels visant à assujettir l'autre. C'est là où c'est évidemment plus compliqué. Mais évidemment, ça conduit à ça. L'autre versant important qui entre en ligne de compte, auquel je me suis intéressé, mais pas sous l'angle sanitaire, je ne suis absolument pas intéressé à cet angle-là, c'est la question des biotechnologies. C'est une chose de poser la question, et il faut la poser sous un angle sanitaire, c'est-à-dire en termes de santé publique, ou même évidemment d'environnement, comme un problème globalement écologique. C'en est une autre de poser la question sous l'angle de l'appropriation en général, de ce qui est à l'origine évidemment du vivant, à savoir la semence sous la forme du génome. L'idée extrêmement importante, qui est défendue évidemment par des associations, que le vivant, sous forme de semence, de génome ou de terre, doit d'une certaine manière rester absolument un bien commun. Lorsque des États aujourd'hui, des institutions publiques, des experts mettent en avant l'argument suivant plutôt, que d'ici 2050, il y aura 9 milliards d'habitants sur Terre et qu'un gigantesque problème alimentaire va se poser. Cet argument, il sert essentiellement à justifier de la part de certains industriels l'usage et la démultiplication à outrance, essentiellement des biotechnologies et de l'agriculture, de la révolution verte, c'est l'agriculture intensive. Autrement dit, on dit pour nourrir cette population qui arrive, il faudra 2000 calories en moyenne pour multiplier par 9 milliards d'habitants. Il faut renforcer le système de productivité tel qu'il existe. Donc c'est évidemment un argument qui repose, et ce ne sera pas la première fois, sur la peur. Il y a eu un projet qui est passé en catimini, mais l'été est en général propice à ça, à l'initiative de Xavier Belin, donc responsable de la FNSEA, consistant à redéfinir le statut d'agriculteur. Je pense que vous avez été au courant de cette affaire, qui est absolument désastreuse dans l'époque qui est la nôtre, puisque en gros, on redéfinit le métier d'agriculteur à partir du fait que les agriculteurs devront avoir un certain nombre de terres, de machines, d'instruments, etc., ce qui tend évidemment à exclure toutes les formes agricoles dissidentes, en tout cas non réglementaires, au regard de cette mise aux normes qui évidemment va avoir pour effet de capter des aides, en tout cas de faire bénéficier des aides aux principaux groupes les plus dominants. D'autres voies, notamment celle d'experts à la FAO, précisent, apportent, et Olivier Schutter, dont je parlais tout à l'heure, a fait un rapport concernant l'agroécologie, montrant qu'il existait de manière très réaliste, et pas du tout sous la forme d'utopie, un certain nombre de solutions en termes d'agriculture vivrière, d'agroécologie, capables de répondre, entre guillemets, à ce défi des 9 milliards d'habitants. L'autre point important qui nous est sans doute plus familier concerne ce qu'on appelle aujourd'hui les phénomènes de surconsommation. Ces phénomènes de surconsommation, on les voit évidemment à travers un phénomène absolument inédit dans l'histoire de l'humanité, qui est l'obésité. L'obésité, qui n'est pas évidemment qui n'a absolument rien à voir avec les images que vous connaissez du bourgeois
ventripotent du XIXe siècle, du notable se gossant d'avoir fait un bon repas, l'obésité est de ce point de vue-là inédit au plan de l'espèce. On n'a jamais connu ce phénomène. Alors ce phénomène, il est évidemment rattaché directement, non pas à ce qui a animé essentiellement l'humanité pendant des années, pendant des siècles et des millénaires, à savoir comment pouvoir, au fond, manger à peu près à sa faim, comment pouvoir subvenir à ses besoins. La question qui va se poser du point de vue économique va être celle de pouvoir, au fond, faire que des populations théoriquement capables de subvenir à leurs besoins puissent manger au-delà même des réjouissances, des réjouissances classiques dans l'alimentation. La fête, c'est évidemment un moment de transgression, d'exception, etc. Mais au-delà de tous les besoins et de tous les désirs. Que pour ça, vous ne pouvez y arriver que si vous parvenez fondamentalement à désorganiser absolument tous les repères dans le domaine alimentaire. Et mon premier ouvrage, qui était sur les interdits alimentaires, montrait par exemple que de manière symbolique, un interdit alimentaire, c'est ce qui a pour fonction de faire du tri dans du comestible. Vous n'interdisez jamais un aliment non comestible. Vous n'interdisez un aliment que s'il est parfaitement comestible. Donc vous établissez toujours dans le champ du comestible une sorte de frontière, qui est une frontière symbolique entre ce qu'il est possible de manger au plan de la santé, mais ce qu'il est interdit de manger au plan moral. C'est ça la ligne de partage. Quand vous commencez à imaginer manger sans faim, surmanger, vous tentez de faire sauter absolument tous les verrous culturels et symboliques. Et le parfait exemple de ce phénomène, qui a donné un nom plus ou moins ludique, assez peu ludique dans le fond quand on y réfléchit, c'est évidemment le fait d'attaquer, d'une certaine manière, tous les rythmes alimentaires sous leur forme dite traditionnelle. Attaquer les rythmes alimentaires sous leur forme traditionnelle, ça veut dire en quelques mots, déstructurer ce qu'on appelle l'ordre culturel des prises alimentaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, disons, comme ici, 3 repas par jour, vous en instituez un nouveau, un after dinner, notamment aux États-Unis, ou bien vous faites autre chose, c'est que vous abolissez absolument, vous libérez les individus au nom du droit à pouvoir jouir de manière indéfinie, en faisant en sorte que, à chaque fois que quelque chose comme de l'appétit est stimulé, l'individu puisse manger absolument librement. Donc ça suppose, et c'est là où c'est extrêmement compliqué, puisque ça suppose de démonter quasiment tout le système de la morale, au sens classique, mais tout le système également, tout l'édifice religieux, l'édifice religieux, c'est un puissant régulateur dans le domaine alimentaire. Vous prenez ne serait-ce que très banalement le péché dit de gourmandise, c'est d'une certaine manière ce qui constitue un frein à l'absorption illimitée, à la démesure, à ce qu'on appelle l'hybris dans le domaine alimentaire. Vous arrivez à contenir en partie des appétits. Quand les normes sont mises à mal, à ce moment-là, il n'y a plus de raison de s'interdire de manger quoi que ce soit. En tout cas dans le principe, ça veut dire que les individus mangeront évidemment indéfiniment, heureusement, mais théoriquement c'est possible. Et pour ça, il suffit évidemment de défendre l'idée que l'individu est absolument souverain, libre de jouir, et libre de jouir de manière totale. Donc vous voyez que la difficulté de ce discours, c'est que c'est un discours qui, d'une certaine manière, s'approprie ou récupère un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs dites d'émancipation. D'où la difficulté, évidemment, à prendre le contre-pied de ce discours. Parce que ça suppose, vous voyez, quand je vous dis la morale, c'est la morale ou la religion sont d'une certaine manière des garde-fous, vous auriez raison d'objecter, mais attention, vous pensez régler la question en réintroduisant de la morale et de la religion, ce qui est évidemment pas de soi. En tout cas. C'est pas du tout un phénomène qui reposerait, comme on pourrait s'imaginer, sur une sorte de liberté totale de l'individu. En quel cas, ça serait, je ne sais pas si ça serait souhaitable, mais en tout cas, ça aurait au moins une certaine, ça porterait à son comble l'accomplissement d'une certaine liberté. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est plutôt un modèle qui, finalement, enjoint les individus de mettre en œuvre leur corps dans cette disposition
à haute valeur économique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc c'est évidemment un processus qu'on pourrait dire classique d'aliénation. Ce phénomène qui commande évidemment toute la difficulté aujourd'hui à repenser le rapport à l'alimentation, à la fois à l'écart de ce que je viens de vous décrire, mais comme une forme d'appropriation, soit individuelle, soit collective. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire. À partir du moment où vous arrivez à faire sauter la valeur symbolique de l'alimentation, autrement dit l'empreinte culturelle, l'emprise culturelle, vous retombez d'une certaine manière dans le système des besoins sous sa forme la plus élémentaire et animale qui soit. C'est-à-dire que quand, dans le camp de concentration, si je fais un retour là-dessus, l'individu est soumis à une pression, à une contrainte sans équivalent en termes alimentaires, vous imaginez bien que le caractère symbolique des aliments s'efface de lui-même. Autrement dit, l'impératif de survie écrase absolument sur son passage toute espèce de préférence au sens culturel. Je pense à une phrase je crois que je cite dans l'ouvrage de Marx dans le manuscrit de 44, qui explique comment le système établi par les libéraux consistant à mesurer la force de travail uniquement en sorte de pouvoir la renouveler de manière purement mécanique de jour en jour, conduit l'homme à un état de besoin qui l'animalise littéralement. Au fond, l'image même triviale qu'on trouve chez Zola de l'ouvrier transformé en animal, c'est une image qui correspond non pas à une fantasmagorie, c'est marxiste, c'est la réalité. Vous avez effectivement transformé l'homme en son contrepoint, son double, son opposé, à savoir en animal. Dans une grande partie du discours marxiste, il y a une vision aussi très quantitativiste de l'approche alimentaire. Et d'ailleurs, Illich, dont je vous ai parlé tout à l'heure, établit, et je souscris pleinement à cette critique, toute une disqualification de la vulgate marxiste lorsqu'elle tente de quantifier simplement les besoins des masses à travers effectivement un apport alimentaire qui ne tiendrait pas compte, qui ne tiendrait jamais compte du désir d'une certaine manière de l'ouvrier, de n'importe quel individu, de dépasser simplement le bien manger à sa faim. Dans un système économique qui ne repose pas par essence sur une consommation stable. Autrement dit, le développement des marchés pousse évidemment soit à s'étendre à l'extérieur, c'est-à-dire à trouver de nouveaux marchés, soit à pouvoir faire en sorte que le marché que vous avez déjà sous la main puisse, d'une certaine manière, augmenter sa consommation. Ce qui est vrai je ne sais pas ce qui est vrai pour des objets domestiques, l'est d'une certaine manière aussi pour l'alimentation. La seule différence, c'est que sur un objet domestique, cet objet-là a une rotation extrêmement rapide et en gros est remplacé avec tous les problèmes type de retraitement écologique des déchets, etc. Quand vous appliquez cette recette, si tant est qu'il y a une recette à l'espèce humaine, vous avez des individus qui sont d'une certaine manière astreints, ce qui est vrai, à partir de campagnes d'un marketing qui est extrêmement agressif, il faut quand même le dire, dans le domaine alimentaire, à consommer davantage. Et le marketing, notamment alimentaire, dans toute son exemplarité et sa force, vous le trouvez essentiellement aux États-Unis. Les premières cibles aux États-Unis, ce ne sont pas les adultes et les cadres qui effectivement accèdent à certains types d'aliments, ce sont essentiellement les enfants. Les enfants et les pauvres. Pourquoi les enfants et les pauvres? Parce que ce sont des populations parfaitement captives, sensibles, vulnérables, beaucoup plus réceptrices à ces messages de surconsommation. Et évidemment, le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus du tout dans un scénario dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir l'embonpoint comme marque de richesse du bourgeois, d'une certaine manière éduqué, mais elle est effectivement le lot de populations qui sont dans un état de précarité et de pauvreté extrêmement avancé. Si vous voulez des exemples précis, Kraft Foods, par exemple, il y a quelques mois, vous savez que Kraft Foods a lancé en France Oreo, vous voyez ces biscuits. Kraft Foods en France part du constat suivant. Les Français ont une fâcheuse habitude, c'est de conserver, dans une certaine mesure, une sorte de rythmique alimentaire qui respecte encore l'ordre protocolaire des repas.
Et quand vous respectez, plus vous respectez grosso modo l'ordre protocolaire de repas, moins vous mangez entre les repas. Hein, moins vous grignotez. Et moins vous grignotez, moins vous mangez. Puisque l'avantage du grignotage, c'est que vous mangez en continu. Hein, petite absorption de nourriture en continu, d'ailleurs, qui n'est pas sans commune mesure avec un des traits caractéristiques de la famine. Dans une famine, vous apprenez à manger dès que quelque chose se présente. Précisément parce que vous n'êtes plus du tout sensible au rythme alimentaire. On observe évidemment une corrélation entre, en général, l'effondrement des systèmes d'un certain nombre de repères culturels et la présence, en tout cas, l'éruption de phénomènes comme l'obésité. Prenez le cas de la Chine, c'est exemplaire. La Chine est devenue un pays aujourd'hui très frappé par l'obésité, ce qui n'était pas le cas auparavant, au moment même où le système libéral s'infiltre, démonte un certain nombre de rouages traditionnels qui servaient de garde-fous. Et à ce moment-là, on augmente notamment la consommation de viande et donc de protéines, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, ensuite, je vous parle des États-Unis, mais c'est simplement parce que ça a une valeur exemplaire. Ça touche évidemment d'autres pays, notamment des pays comme le Mexique, qui sont beaucoup plus frappés par cet événement. Il y avait un événement quand j'étais enseignant en philosophie au lycée, qui était la semaine du goût, qui était notamment financé qui était financé par l'organisme, l'interprofessionnel du sucre. Voilà, la semaine du goût. Donc, évidemment, vous avez cette triade, le sucre, le gras, le sel, sont évidemment les grands éléments de l'industrie agroalimentaire. Et c'est extrêmement intéressant, c'est que je ne peux pas parler en tant que médecin, n'étant pas médecin, n'ayant pas les compétences, mais certaines études attestent effectivement de comportements tendant à l'addiction à partir d'une consommation régulière, chronique de sucre. Au nom précisément de la diversité, de l'accès à des goûts, vous savez, le nombre de produits qui sont mis sur le marché de produits industriels par an est absolument colossal. Le nombre de références que vous trouvez dans un hypermarché est absolument colossal. Mais au fond, toute cette différence, elle est toujours ramenée à une forme d'indistinction qui résulte précisément de l'usage quasiment systématique, notamment de sucre. On sait très bien que le sucre, sel et gras rendent à peu près mangeable et appréciable quasiment tout. Dans les départements d'outre-mer, les produits laitiers sont sursucrés par rapport à ce que vous trouvez en métropole. Sur le sucre, c'est intéressant aussi en termes de goût, précisément parce que vous effacez aussi toute la capacité de discrimination, d'une certaine manière, de l'organe gustatif. Vous pourriez très bien imaginer, effectivement, l'introduction dans des desserts ou d'autres choses, de saveurs qui joueraient sur l'épicé. Évidemment, il y a une palette de saveurs qui est absolument gigantesque, mais qui est toujours ramenée finalement à une sorte de dénominateur commun qui efface la différence qui est le sucre ou le sel ou le gras. J'ai mis ces séquences les unes à côté des autres. Alors après, dans le livre, c'est plus compliqué que ça. C'est pas juste trois moments, genre l'Angleterre, le nazisme et aujourd'hui. C'est des choses qui s'entrelacent. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la forme. Il y a des dénominateurs communs. Il y a des points de jonction. La question de la force de travail, la question de la nécessité. Si vous voulez, c'est là où ça a été une difficulté pour moi. C'est que je n'ai pas voulu faire un ouvrage qui constitue, à strictement parler, une démonstration, au sens classique du terme, qui permettrait d'affirmer avec une sorte de certitude absolue, avec des preuves à l'appui, que ces trois séquences sont étroitement solidaires. La forme de ce livre ne permet pas, à strictement parler, d'établir des analogies au sens rigoureux entre ces trois séquences. Il n'empêche qu'à chaque fois que des journalistes ont fait des comptes rendus de ce livre-là, ils ont identifié, ils ont lu ce livre comme étant l'industrie agroalimentaire n'était que le prolongement à l'identique du système nazi. Dans un rapport à ce qui est présent, qui est une certaine économie du corps et des besoins, et du vivant. Voilà, je m'arrête là. Merci.